Là, j'ai fait un lead magnet il y a quelques semaines, il y a genre 3 semaines, qui a hyper bien fonctionné. J'ai eu genre 15 calls, j'ai La signé vache, ok. 3 clients. Moi, j'ai ma liste réseau, j'ai ma liste prospect, j'ai ma liste client, j'ai ma liste lead en fait. Et du coup, j'ai 4 feeds personnalisés. Comme lui, il avait une agence Horus qui montait, il avait plus d'1 million de chiffres d'affaires par an. Pour les nouveaux clients, on va dire à 95%, je fais du setting. N'importe quel projet me coûte la même chose et ça me permet d'avoir une maîtrise totale de ma marge. T'es en France, donc t'as des charges et ça augmente quand même sacrément le coût de prendre une personne. Pour moi, 99% des gens, ils passent à autre chose en 1 heure. Ils se souviennent même plus du prénom, voire même mettre le message à la poubelle. Donc pour le setting, en fait, c'est ça qui a été game changer. Ils ont ajouté une feature, t'as un miroir de ta messagerie LinkedIn directement depuis la base. Leur business model, effectivement, c'est qu'ils prenaient des parts dans les agences. L'objectif que je me suis fixé fin 2025, enfin fin de l'année, c'est d'atteindre les... Écoute, Antoine, t'es chaud? Comment tu vas? Let's go, bah écoute, très très chaud, merci pour l'invite, Valentin. Écoute, merci à toi. C'est qu'on s'est fait un petit call il y a quelques semaines, enfin quelques mois, je pense. Et tu m'avais dit, écoute, réinvite-moi quand j'ai enfin lancé, on va dire, la V2 de Gyogyo, plus du coup en mode agence settings. Donc là, je pense que ça fait déjà quelques Mm. mois que tu as un peu fait ton pivot de agence de prospection, cold email, comme je pouvais le faire, à du coup agence de settings. Donc je suis quand même très curieux de savoir comment ça s'est passé et comment tu as organisé tout ça. Exactement. Bah écoute, ouais, moi j'ai commencé par une agence multicanal de prospection. Donc je faisais du LinkedIn et de l'email. Donc j'ai choisi de faire le pivot pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que j'avais plus de résultats sur LinkedIn. En fait, t'as pas de sujet de délivrabilité parce que tous les messages sont reçus dans Ouais, l'inbox. T'as un aspect où les personnes voient ton profil, voient ton offre, ils voient ta tête. Donc il y a un aspect un peu plus intimiste, un peu plus rassurant. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça demande moins d'efforts. T'as pas de setup, t'as pas d'achat de domaine, t'as pas de setup de DKIM, des marques. Alors, je sais pas à quel point les personnes sont familières avec ce genre de termes, c'est un pôle technique, mais t'as quand même moins de setup à faire. Et donc en fait, bah, ces deux arguments-là, plus de résultats, moins d'efforts, font que je me suis dirigé vers LinkedIn. Donc ça, c'est le premier point. Enfin, le premier gros point. Et ensuite, deuxième gros point, c'est que le setting, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu carrément. plus. Je vais pas répondre à tout sur la Vas-y, première vas-y, question, fais-toi mais plaisir. c'est une approche qui est plus conversationnelle, un peu plus fine, un peu plus granulaire que de la prospection un peu à l'ancienne où tu pouvais balancer ton offre de valeur directement, quoi. Ouais, carrément. Effectivement, on en reparlera parce que je préciserai, là, on parle bien du coup d'une agence de settings et pas du setting d'ailleurs, parce que j'ai fait un podcast avec Flavien de Villeneuve, il m'a dit off, il m'a dit par contre, à chaque fois que tu mets un S à setting, on dit setting, pas settings. Ouais, c'est setting, ouais, exactement. Et ouais, je précise, toi, tu es une agence de setting et pas de prospection LinkedIn parce que c'est quand même différent, comme tu as dit, setting, t'en parleras après, mais tu vois, il y a tout ce qui est interaction, je chauffe et je fais une discussion, là où la prospection, en vrai, c'est quand même très transactionnel. Donc en vrai, entre le setting, par exemple, et le Exact. cold email, c'est quand même très très différent. Cold email, c'est des campagnes en général avec de la masse et c'est très transactionnel. Tu veux pas, etc. Setting, c'est quand même une approche très différente, du coup, dont tu nous parleras. Comment ça s'est passé en termes de, surtout pour tes clients actuels, par exemple, tes clients que tu avais actuellement en cold email, etc. Est-ce que tu as dit, OK, j'arrête, ou alors tu as continué jusqu'à eux? Comment tu as géré ça? Et comment tu as également géré Mm. un peu ton nouveau marketing dans le sens, les gens te connaissaient en tant qu'agence de prospection. Donc, quand ils vont vers toi et que tu leur dis, OK, bah moi, je fais que du LinkedIn maintenant, comment ça s'est passé? Alors mes clients actuels, je les ai gardés, enfin mes clients pardon initiaux, je les ai gardés sur le modèle multicanal parce que c'est ce que je leur ai vendu et on a mis en place le cold email, on a eu le temps d'itérer, donc voilà, ça fonctionne quand même. Hein, je dis pas du tout que le cold email est mort, donc j'ai gardé ce modèle-là. Et pour les nouveaux clients, on va dire à 95%, je fais du setting. Mais par contre, il y a quand même 5-10% des cas où, en fait, je sais que l'email va être bénéfique pour la personne. Moi, ce que je veux, c'est avant tout apporter du résultat. La manière, on s'en fiche un petit peu. Et donc, du coup, ça m'arrive encore de faire de l'email sur certains clients. OK. Peut-être des clients un peu plus tradis, tu vois, qui sont où la cible va être plus sur de l'email que sur du LinkedIn. Pour moi, ça vaut toujours le coup de mettre de l'email. Et comme j'ai la compétence, bah, je me dis, let's go, leur offrir. Et ensuite, pour répondre à ta deuxième question sur le branding et sur mon positionnement, bah écoute, moi j'ai fait le choix de all-in sur le setting, OK. de me positionner complètement différemment, parce qu'en fait, sur la prospection de manière générale, il y a quand même énormément d'acteurs.
de par le fait notamment qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée et que la taille du marché est immense, dans le sens où quasiment tout le monde a besoin enfin, même 100% des business ont besoin de trouver des clients. Et donc la prospection est un canal d'acquisition assez intéressant. Et donc moi, j'ai choisi de me positionner de manière très radicale sur le setting. C'est-à-dire que maintenant, je me proclame comme agence de setting et non plus de prospection. Bon, même si au final, tu vois, c'est relié, hein, c'est plus ou moins la même chose, c'est juste une approche différente. Et donc, j'ai aussi orienté mon contenu là-dessus en conséquence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu cherches du setting, tu penses, je pense, enfin, du moins c'est mon aspiration, à moi, on n'est que quelques acteurs, tu vois, t'as parlé de Flavien, qui fait aussi ça, mais on n'est pas 50 000 sur le setting, donc j'ai pris ce pari-là d'être assez early sur le sujet, et voilà, on va voir ce que ça donne, hein. Ouais, carrément. Peut-être, du coup, avant qu'on deep dive un petit peu dans les questions plus précises, parce que j'en ai quand même pas mal, est-ce que tu peux faire un peu une picture de, je sais pas, combien de clients t'as sous gestion? Je sais que du coup, tu travailles avec une personne qui est du coup CDI chez toi, il me semble. Juste un peu qu'on ait la big picture, on va dire. Ouais, et ben écoute, en nombre de clients, j'oscille autour des 10, Ok, autour des 10 clients sous gestion. Et là, je travaille avec une personne à plein temps, mais qui n'est pas en CDI, ok, qui est un freelance, mais proche plus plus. Il prend, enfin, on bosse quasiment, il est quasiment à temps plein ok. avec moi. Aussi, j'ai une autre personne maintenant que j'ai recruté en temps partiel pour la partie vraiment conversationnelle. Donc, j'ai une personne qui répond toute la journée aux conversations. Et puis j'ai on va dire, un partenaire assez proche aussi pour le sourcing des leads, donc qui est Vincent Robin. Bah, Ouais, tu le ouais, connais, carrément, carrément. c'est celui qui nous a mis en relation. Donc voilà. Comment l'agence est structurée. On est une agence vraiment à taille humaine qui est encore assez petite finalement, mais voilà. Ouais, carrément. Petit détail un petit peu sur comment tu fais du setting. Alors, on n'est pas là pour faire une masterclass setting. J'en ai déjà fait une avec Flavien et l'idée, c'est plus qu'on parle de ton agence, on va dire. Mais tu vois, pour avoir une idée, concrètement, quand tu parles de setting, quel logiciel tu utilises? Alors, dehors, peut-être que quel logiciel tu utilises en interne et quel logiciel tu préconises à quelqu'un qui veut le faire de son côté parce que je sais que c'est quand même différent. Tu vois, moi, j'utilise beaucoup Smartlead, mais je préconise Mm. pas Smartlead à des personnes qui veulent commencer. Donc, quel logiciel tu utilises et quelle méthode en soi tu mets en place pour faire du setting au-delà de juste la prospection plus ou moins basique? Ok, alors c'est une question assez Ouais, large parce que je pourrais te c'est un peu répondre large en dans les 5 grandes lignes. minutes comme en 2 Dans heures. les grandes lignes, on va dire. Euh, alors déjà, en termes de tools, moi, je trouve que l'outil, c'est pas le truc le plus important. Les gens, ils adorent les outils, ils sont ultra focus sur les outils. Mais en vérité, peu importe l'outil que tu utilises, ce qui va compter, c'est est-ce que tu fais un bon ciblage et est-ce que tu es rigoureux. Parce que la majorité des personnes qui veulent se lancer en prospection, ils testent 2 semaines, ils en ont trop marre, ils commencent à plus trop répondre aux messages, ils arrêtent et au final, ils n'ont pas de résultat. Mm. Donc, je pense que c'est avant tout de la rigueur, une philosophie, et de l'implication avant l'outil. Ok. Cela étant Maintenant que tu as dit dit, ça. euh, maintenant que j'ai dit ça, nous on utilise Lemlist, Ok. euh, qui pour moi est l'outil le plus intuitif et le plus simple à utiliser. Donc nous on l'utilise au sein de l'agence et c'est vraiment ce que je recommanderais en premier à quelqu'un qui veut tester. Parce que franchement c'est hyper simple. Et là pour le setting en fait c'est ça qui a été game changer pour nous. Ils ont ajouté une feature qui s'appelle Inbox Ouais. où J'allais le vraiment tu as dire. un miroir, ouais, t'as un miroir de ta messagerie LinkedIn directement depuis Lemlist, ce qui fait que tu peux répondre à tes DM via Lemlist. Alors c'est quoi l'intérêt? C'est que du coup tu restes sur Lemlist et donc par rapport à quelqu'un qui va faire le setting à la main directement depuis son compte LinkedIn en fait, nous on va avoir accès au KPI, c'est-à-dire le taux d'ouverture, le taux de réponse, le taux de personnes intéressées. En fait, ça, c'est hyper important pour prendre des décisions sur bah, est-ce que tu continues à parler à cette cible, est-ce que tu changes ton approche, est-ce que ça répond, est-ce que ça répond pas. Que si tu le fais direct depuis ton LinkedIn, je te souhaite bon Ouais. courage. Tu vas probablement galérer, voire ne pas le faire. Donc ça, c'est en termes d'outils. Ok. En termes, alors,
de tracking, ce qu'on utilise, on utilise aussi Airtable comme CRM. Ah ouais, Bon, avec ça, c'est peut-être ok. un niveau plus. Ouais. Ouais, c'est peut-être un niveau un peu plus avancé. Pour les débutants, s'ils veulent ajouter ça à leur CRM, je leur conseillerais plus HubSpot ou Pipedrive. Tu as une connexion en natif avec Lemlist. Mais nous, on avait besoin de plus de Ouais. customisation. Du coup, on a fait une automatisation sur N8N entre Lemlist et Airtable. Ok. Ce qui fait qu'on suit, on a comme un Pipedrive ou un Trello. Tu vois, on a un Kanban des personnes qui ont répondu, qui ont booké, qui sont intéressées. Et donc, on peut suivre en temps réel, en fait, exactement les profils, quoi. Ok. Je fais une petite aparté en termes de logiciel parce que du coup, ça fait 2 semaines que j'ai intégré Breakcold du coup en tant que CRM. Moi, du coup, Ok, parce que du coup, c'est un peu, il est connu pour être très très bon en setting parce que du coup, tu peux avoir le feed de tes prospects, tu peux gérer ton inbox. Enfin, c'est très très bien fait. J'ai pas encore tout testé. D'ailleurs, à chaque fois, du coup, j'ai invité le CEO. Enfin, maintenant, dès que je teste un outil, du coup, j'invite le CEO dans le podcast, donc il viendra en parler. Mais pour le coup, si vous voulez faire du settings et on va dire pas forcément en tant qu'agence, mais à taille humaine, Breakcold, pour l'instant, je suis quand même très, très, on va dire, agréablement surpris de l'outil que je trouve vraiment fou pour le coup. Si beaucoup de tes prospects sont sur LinkedIn. ok. Bah écoute, j'en entends beaucoup parler en ce moment. Donc, je testerai à l'occasion. Nous, on essaie de pas trop changer d'outil aussi Ouais, parce c'est qu'en sûr. fait, en termes d'outils, en plus, moi, je suis complètement fan de ce truc parce que je suis ingé à la base, donc ma curiosité fait que j'ai toujours envie de tester. Vraiment une passion, donc faut que je me canalise là-dessus. Et en plus, nous, on a plein d'automatisations qui tournent, donc on peut pas se permettre de changer un outil comme ça, sinon tout pète. Donc nous, on a fait une grosse veille de tous les outils et une fois qu'on a choisi, on s'y tient pendant le plus longtemps possible. Mais par contre, effectivement, Breakcold, ça fait pas mal de bruit dans l'écosystème. Et alors, j'ai pas testé, donc je pourrais pas donner mon feedback là-dessus, mais si tu dis que c'est intéressant et que c'est assez intuitif, franchement, why not l'utiliser dans un premier temps, ouais. Ouais, carrément. J'ai entendu parler de Canbox aussi, euh, je pense, mais je me demande si Flavien il utilise pas ça, j'ai un Il me doute. semble, ouais. Après, il me semble que c'est moins cher. Enfin, eux, c'est plus. Campbox, c'est plus. Ils te font une inbox et deux, trois campagnes, mais c'est pas très, très travaillé, il me semble. Ok. Et donc depuis Breakall, tu peux envoyer des messages aussi? Alors, pour le coup, il me semble que tu peux faire des campagnes, mais c'est pas forcément l'outil natif en soi. Breakcold, ça reste un CRM, hein. C'est pas un logiciel de prospection. Enfin, c'est plus proche d'un pipe drive que Enfin, c'est pas un Lemlist, hein, d'ailleurs. Il se connecte à Lemlist, mais en l'occurrence, c'est quand même plus un Hmm. CRM. Mais pour le coup, en fait, enfin, c'est plus quelque chose de très perso. Mais en fait, tu fais tes listes. Par exemple, moi, j'ai ma liste réseau, j'ai ma liste prospect, j'ai ma liste client, j'ai ma liste lead, en fait. Et du coup, j'ai 4 feeds personnalisés, j'ai 4 inbox différentes LinkedIn avec du coup mes clients, mes prospects, mes leads, les personnes de mon réseau. Enfin, Hmm. c'est quand même, ça se voit que c'était pensé avec quelqu'un qui détestait LinkedIn parce que LinkedIn il gère ça plus ou moins mal. Et franchement, c'est bien fait. Ouais. Ouais. Bah écoute, à tester. Et effectivement, la messagerie LinkedIn, je te rejoins, c'est une horreur. En fait, si tu veux gérer de manière professionnelle et si tu veux vraiment utiliser comme un canal d'acquisition sérieux, bah, c'est chiant parce que tu peux pas mettre d'étiquettes, Mm. tu peux pas gérer tes conversations. Si jamais tu reçois plein de conves d'un coup, enfin, bref, Ouais, c'est difficile à gérer, quoi. carrément. Et du coup, juste la deuxième question, peut-être que tu t'es un peu oublié parce que c'était il y a longtemps. C'était sur, on va dire, les grands principes du setting et concrètement, qu'est-ce que tu fais à part commenter des posts et envoyer des messages de prospection? À part commenter des posts et envoyer des messages de prospection, donc bah moi je vais te présenter l'approche globale du setting. Yes. Déjà, la première approche, c'est que c'est globalement laser précis, on n'est pas trop sur de la masse. L'idée du setting, c'est d'avoir des taux de réponse, des taux d'acceptation qui sont beaucoup plus hauts que la prospection classique. Et donc, bah, pour ce faire, on a besoin de contacter moins de personnes. En plus, LinkedIn, il te bloque environ, enfin, il t'autorise à aller jusqu'à 600, on va dire 600 invitations par mois. Ouais, Tu, ouais, alors Walaxy par exemple, propose jusqu'à 800, mais bon, pour être quand même assez bien au courant de l'écosystème et tout, je déconseille d'aller jusqu'à 800. Franchement, jusqu'à 600, tu peux être safe. mm, Et donc l'approche, elle est simple, c'est se creuser la tête pour se dire, ok, ils sont où les leads les plus chauds possibles à contacter. Et donc là, bon, bah, il y a les interactions effectivement de ton contenu, il y a les interactions du contenu, mais de tes concurrents. Ça, c'est pas mal. Tu as les personnes qui vont visiter ton profil.
Et après, tu as des signaux faibles qui sont un peu plus classiques, comme les offres d'emploi, la croissance du chiffre d'affaires, ce genre de trucs. Tu as des webinaires aussi sur LinkedIn où là, il y a vraiment, tu vois, tu cibles des webinaires où il y a 100-150 personnes qui sont sur ta niche. Tu peux être sûr que les personnes, elles sont déjà intéressées par la niche et Mm. donc potentiellement par ton service. Nous, on est aussi en train, alors c'est pas live, mais on est aussi en train de regarder pour faire du social media listening. En gros, c'est de l'écoute de mots-clés. Tu vois, moi, par exemple, pour mon business, j'aimerais bien être capable de détecter quand une personne recherche un setter. Parce qu'il y a des mecs qui postent Ouais. recherche un setter. J'aimerais bien être capable de le traquer et que ça me mette une notif. Là, je suis en train d'analyser des outils comme, Mm. je crois que c'est Mantix. Mention Ah, ok. ou Mantix. Ouais, on en a plusieurs dans l'œil. Donc, on est en train de faire de la R&D là-dessus pour regarder si c'est possible. Et après, on fait du scrapping globalement. Donc ça, c'est la première partie, c'est lead chaud. On essaye le moins possible de faire du lead froid. Ça peut nous arriver de faire des filtres sales nav classiques Ok. où tu vas juste prendre les filtres de ton persona, mais on essaye de privilégier les interactions et tous les autres signaux que je t'ai mentionnés. Et ensuite, l'approche. Globalement, la philosophie, c'est se dire tout le monde se fait prospecter toute la journée, Oui. et donc c'est comment tu sors du lot. Comment tu sors du lot? Franchement, il y a plein de stratégies, mais ça peut être, tu vois, ça peut être une vidéo face cam que tu fais où tu parles 20-30 secondes à la personne. Ça peut être, alors les vocaux, nous, on a quand même fait pas mal de tests. Je suis pas trop team vocal en premier message. Parce qu'en fait, les gens, ils ont pas trop envie d'entendre un vocal d'une personne qu'ils connaissent pas. Mm. A contrario, une vidéo, quand t'as ta tête, si t'as une bonne tête, tu souris et tout, ils ont un peu envie de cliquer. Quand tu dis vidéo, c'est Euh, une vidéo qui est personnalisée quand même, je sais pas, parce que je sais que ça se fait beaucoup, hein, je le fais d'ailleurs avec site web derrière, ou alors prénom en automatique, ou c'est pure vidéo simple, hello, je voulais te parler parce que... alors, tout est possible. Moi, ce que je conseille, c'est que pour la crème, vraiment, t'as ton top 15, ton top 30 des clients avec lesquels tu rêves de bosser. Là, tu peux faire une vidéo personnalisée. À la mano, ok. Donc, à la mano, carrément, tu prends ton tel, tu te filmes. Ok. En mode ultra authentique. Ensuite, pour les autres, tu peux quand même automatiser. Donc, tu peux faire ce dont tu as parlé, des looms avec le website ou le LinkedIn de ton prospect. Mais ça, tu peux le faire at scale avec des outils comme Repliku. Ça se fait très bien. On avait testé ça par le passé, ça avait bien fonctionné. Et sinon, ouais, des vidéos loom génériques où t'as carrément pas de personnalisation et au lieu de dire Hello Valentin, tu te présentes, tu dis Hello, salut, c'est Antoine. Voilà, j'étais sur ton profil. Nanana. Ok. Voilà, c'est ce genre de truc. Après, en termes d'approche, euh, il y a des approches lead magnet qui marchent bien, mais faut la jouer un peu plus fine en disant, par exemple, tu vois, on bossait la dernière fois sur le script de setting de Lucas, c'est un mec qui a une agence de content, de vidéo. Et on disait, voilà, j'ai vu que tu postais du contenu. Moi, j'ai regroupé les 15 meilleurs hooks qui font le plus de reach. Est-ce que ça t'intéresse que je t'envoie ce doc? Bon, bah, la personne, elle poste du contenu, tu vois. Même moi, je pense que à ce message, je répondrais oui. Hop, il lui envoie une petite vidéo où il présente, ou alors juste un Google Doc. Par contre, il faut pas que le doc soit éclaté. Ouais, Sinon, ça forcément. fait l'effet inverse. Tu passes pour vraiment, tu dégrades ton image de marque en plus. Mais si tu envoies un doc ultra quali, franchement, ça fonctionne bien. T'as les approches un peu plus conversationnelles ou carrément, tu viens juste discuter avec la personne de manière plus authentique. Tu essaies de lui poser des questions. Donc il y a tout un tas d'approches, mais l'idée, et en plus c'est hyper dynamique. Hein. C'est-à-dire que là, ce que je te dis là, probablement que dans 6 mois, ça marchera plus. Ouais, c'est sûr. Donc faut toujours réfléchir de manière assez smart. 100%, ok. Donc je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, non, mais c'est ça, en soi, je voulais avoir une petite idée, on va dire, de comment tu le fais, parce qu'évidemment, je voulais quand même que tu précises que c'est pas de la prospection automatisée, à chaque fois, c'est quand même, enfin, vraiment aspect conversationnel. Enfin, en vrai, on dit
à chaque fois, on va dire, dès que tu fais de la prospection, l'idée, c'est quand même d'engager une discussion. En cold email, en prospection LinkedIn, en cold call, c'est pareil. Hmm. Mais surtout en setting, où là, l'idée, c'est vraiment d'avoir au moins, à toi de me dire, mais tu vois, genre, au moins peut-être 3, 4, 5, 6 échanges avant de peut-être aborder l'idée d'avoir un rendez-vous. Pas avant, en tout cas. Alors là, je suis pas trop d'accord. Ok, Pour moi, le but, quand tu fais du setting, c'est quand même le plus rapidement, enfin, le but vraiment, c'est d'avoir le plus rapidement un rendez-vous. Si tu ok, peux l'avoir en 2 messages, en vrai, tu vas pas raconter ta life et continuer sur 10 messages. En revanche, souvent, quand même, tu es obligé de faire 3, 4 messages si tu veux être encore dans la discussion et pas trop de manière agressive. Mais franchement, il y a des contre-exemples, hein. Nous, on tente aussi des approches directes qui sont quasiment plus similaires à de la prospection. Oula, pardon, ah, c'est bon. j'ai perdu. Ouais, qui sont plus similaires à de la prospection et ça fonctionne aussi. Et en 2 messages, on peut avoir le rendez-vous. Donc tu vois, c'est très variable. Mais faut pas perdre de vue que plus tu as de messages à envoyer, plus c'est de l'effort aussi pour toi. Donc le Ouais, but, c'est de c'est vrai. minimiser l'effort pour maximiser le rendement, quoi. Ouais, carrément. Parce que- Justement, j'ai une question plus précise parce que, d'ailleurs, pour le contexte, j'ai fait un épisode hier avec, du coup, Mathieu Pimor de Linker. Donc, lui qui a une agence, on va dire, de toute façon, je mettrai le podcast, donc les gens pourront aller voir, mais agence LinkedIn Relations Presse, et du coup, il a intégré effectivement du settings, setting, putain, il faut que j'arrête de mettre un S, setting, on va dire, prospection au sein de son, on va dire, de son offre qui était initialement du contenu. Il a ajouté ça. Et du coup, il disait qu'en fait, lui a fait ça du coup pour augmenter, on va dire, le panier moyen et surtout pour augmenter, on va dire, la lifetime value parce que le problème, c'est que lui, quand il crée que du contenu et qu'il faisait rien d'autre, les clients, du coup, étaient pas assez satisfaits parce qu'ils n'avaient pas assez de retour sur investissement et du coup, ils restaient pas assez longtemps. Et je suppose que toi, ça peut être un peu le même sujet dans le sens, même si tu fais le meilleur setting possible, la meilleure prospection, s'ils postent du mauvais contenu ou alors si ils sont pas très présents sur les réseaux, forcément, ça va baisser leurs stats. Est-ce que toi, tu as quand même un sujet de me dire, peut-être qu'en fait, j'ai certains clients, de un, qui voudraient être accompagnés plus sur la création de contenu, et de deux, est-ce qu'il faudrait peut-être que je fasse ça pour qu'au moins je puisse être un peu en charge de tout le processus et que si jamais ça marche ou que ça marche pas, au moins je puisse savoir pourquoi, que gérer à la fois la prospection et le contenu. Hmm. Est-ce que ça a été un enjeu ou pas pour toi? C'est une très bonne question. En fait, l'inconvénient d'avoir une agence comme la mienne, ou même c'est le cas de beaucoup d'agences marketing, c'est que tu gères jamais le funnel complet. Mm. Enfin, tu gères jamais voilà, la totalité du business, et donc tu es très dépendant de plein d'autres facteurs, et c'est pour ça que parfois ça peut ne pas fonctionner, mais tu vois, t'es pas forcément responsable en direct. Pour l'instant, à mon stade de développement, je trouve que c'est hors focus de Carrément. créer déjà une nouvelle offre où on accompagne les personnes à faire du contenu. Néanmoins, bon bah voilà, hein, c'est clair que les personnes qui créent du contenu, qui ont une notoriété, qui ont un argument d'autorité et tout, c'est là où on a les meilleurs résultats. C'est sûr. Euh, et de toute façon, je pense que là, les gens sont de plus en plus en train de le comprendre, hein. Tu vois de plus en plus de personnes qui créent du contenu, même la génération un peu d'au-dessus, tu vois, qui ont 40, 50 ans. Ils commencent eux aussi à créer du contenu parce qu'ils se rendent compte de la puissance que ça peut avoir. Donc pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Par contre, dans du moyen long terme, je pense qu'on arrivera effectivement sur des packs peut-être où on t'accompagne à faire de la création de contenu et on fait du setting dessus parce que contenu plus setting, c'est vraiment la recette qui cartonne, quoi. Ouais, 100%. Enfin, effectivement, enfin, je te pose la question. Je me doute que à ton stade, on va dire que t'en étais pas là, et je pense que c'est une bonne chose. Qu'effectivement, c'est un gros défocus parce que créer du contenu, c'est encore une expertise tellement différente et tellement complexe, surtout si tu l'as fait au nom de tes clients ou si tu les aides à le faire. En tout cas, c'est vrai que alors, c'est vrai que Mathieu, je pense, l'a fait parce que lui, était à un stade un peu plus avancé en termes de chiffre d'affaires et de nombre de clients. C'est vrai que je trouvais ça intéressant que il l'a fait Mm. pas forcément parce qu'il voulait plus de chiffre d'affaires avec cette partie-là, mais juste parce que littéralement, il voulait quand même avoir plus de maîtrise sur le pipeline global de son offre et faire que du contenu si tu fais rien à côté. Bon, bah, c'est comme prospecter si t'as pas de prof social, c'est pareil en fait. Enfin, il faut quand même, on va dire, les deux pièces les deux côtés de la pièce. Exactement. Non mais 100%, et c'est un sujet qui est hyper important sur le setting. Et moi-même, je me pose la question peut-être d'orienter mes clients de plus en plus, enfin de faire du setting en fait que pour les gens qui font du contenu, pour maximiser les résultats, avoir des super use cases. Mais bon, après on a aussi des résultats avec des clients qui postent pas trop, donc je veux pas non plus m'enfermer là-dedans. Ouais. Mais c'est des questions que je me pose, tu vois. Ouais. Dédicace à Vincent Robin qui
a des dizaines de rendez-vous au setting alors qu'il poste pas un post LinkedIn. Donc ça peut marcher. Exactement. Spécial dédicace à Vincent, qui avait un profil, lui-même le reconnaît, hein, je tacle pas, mais qui avait un profil hyper basique, hein, il avait pas de bannière, il postait pas du tout de contenu. Euh, mais encore une fois, tu vois, l'idée, c'est de se démarquer. Et quand t'as un mec qui te démarche sur son profil, tu vois, il a pas de bannière, il arrive avec un titre ingénieur, tu te dis bon, je l'accepte, ce mec, tu vois, il va pas me prospecter, Ouais. et boum, finalement, il te prospecte quand même. Carrément. Donc tu vois, c'est parfois, faut aussi se démarquer comme ça, hein. C'est quoi un peu ton gros sujet du moment, le sujet un peu chaud sur lequel tu te casses un peu les dents en ce moment? C'est une bonne question. Je dirais que pendant pas mal de temps, j'ai été capé niveau prod au sein de l'agence, dans le sens où je pouvais plus prendre de clients supplémentaires. Donc ça a duré, je dirais, trois bons mois. Du coup là, j'ai recruté en conséquence et je me suis staffé. Et là, je peux commencer à prendre, j'ai de nouveau de la bande passante. Ok. Donc là, le sujet du moment, c'est l'acquise. Donc c'est faire du setting pour moi-même parce que j'avais arrêté comme j'étais full capa, ce qui est un peu ridicule parce que c'est ce que je vends. Donc comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients. Mais tu vois, maintenant je le faisais même plus pour moi, comme je pouvais plus prendre de clients. Donc bon, c'est un peu ridicule quand tu vends du setting et que t'en fais pas. Donc ça, c'était vraiment urgent que je reprenne. Et la création de contenu, pareil, hein. Je suis pas assez rigoureux là-dessus, alors que dès que j'en fais, franchement, là j'ai fait un lead magnet il y a quelques semaines, il y a genre 3 semaines, qui a hyper bien fonctionné. J'ai eu genre 15 calls, j'ai signé Vache, ok. 3 clients Ouais. et là je commence le setting sur les interactions et c'est pareil, j'ai des super KPI. Donc, en fait, il faut juste que je le fasse de manière plus rigoureuse. Donc là, pour moi, mon sujet, c'est développer des stratégies d'acquisition de manière pérenne, avec du contenu plus setting. Euh, et ouais, l'enjeu, c'est d'être rigoureux surtout. Parce que c'est facile de faire du contenu sur 2 semaines. Maintenant, sur 6 mois, c'est pas la même. Et c'est la même chose pour le setting, hein. C'est la rigueur, c'est ce qui y a de plus dur, en tout cas en ce qui me concerne. Voilà, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde en l'occurrence. Ouais. Donc, d'ailleurs, toi, tu arrives à être rigoureux sur ces sujets ou pas? Alors, le setting, j'ai presque jamais fait. Du coup, là, je commence, parce que du coup, j'ai un assistant. Donc là, je commence à faire des processus pour qu'il gère un peu le setting. Donc, setting, je suis pas le bon élève, parce que c'est Ok. encore le début. Pour le contenu, franchement, j'essaie d'avoir. En fait, dès que tu as de l'avance, mathématiquement, t'es rigoureux et du coup, c'est tous les jours. Là, du coup, comme j'ai moins Hmm. d'avance, ça marche pas trop. Mais les posts LinkedIn tous les jours, j'arrive à les tenir. Les vidéos YouTube, encore, c'est encore un peu en projet. Mais à chaque fois, en fait, dès que tu as de l'avance, juste, tu peux pas avoir de retard. Mais bon, faut avoir de l'avance, quoi. C'est toujours le Hmm. sujet. Et c'est quoi ton process de création? Tu te fixes un créneau par semaine et tu fais tous tes posts ou Ouais, alors, en général, je fais ça. Alors, moi, c'est un peu différent parce que, en fait, j'avais moins de temps pour créer du contenu, mais je voulais quand même, on va dire, faire du contenu surtout sur LinkedIn. Et je voulais utiliser plus ou moins LinkedIn pour booster mon YouTube. En vrai, je pars du principe que ça va être mon outil de conversion. Donc, ce que je faisais, c'est qu'en fait, dans tous les cas, j'avais une grosse vidéo ou alors 2 vidéos par semaine sur YouTube. En l'occurrence, là, c'est plus une vidéo par semaine. En fait, avec ça, déjà, j'avais déjà presque 3 4 posts parce qu'une vidéo, c'est quoi? C'est un lead magnet. Ok, après, du coup, c'est 2 grands extraits. Donc, ouais. C'est 2 grands extraits, donc du coup, ça me refait des posts. J'avais également le podcast. Donc en général, je fais quand même mes posts au moins une semaine à l'avance. Et même si mes posts Ok. changent, à chaque fois, je sais plus ou moins quel type de post j'aurai quel jour, plus ou moins. Ok. Bon bah écoute, je vais essayer de m'inspirer là. Pour l'instant, moi, je me fixe un gros créneau par semaine où je vais essayer de faire 2 3 posts. Pour l'instant, je suis pas à un post par jour, mais j'aimerais tenir 2 ou 3 posts par semaine. Donc, on va voir. Carrément. J'avais une question pas mal précise sur le fonctionnement de ton agence et plus sur ton aspect marge. Alors l'idée, c'est pas forcément de parler uniquement de finances et de ta marge pure, de toute façon, c'est pas la question. Mais dans le sens, tu as fait la transition, tu vois, récemment de je gère une agence plus ou moins seule à du coup, je délègue. Tu vois, genre, comme tu as dit, tu délègues du coup la création des listes avec une autre personne. Bah, du coup, avec Vincent, par exemple, tu as délégué du coup l'aspect setting et tu as délégué, il me semble, du coup, comme tu as dit, une sorte de chef de projet qui gère les campagnes. Je suppose que du coup, Mm. c'est pas uniquement des frais par client, parce qu'en l'occurrence, genre celle qui gère les conversations, elle va peut-être pas chronométrer à chaque fois quel temps elle met par client. En fait, tu me diras comment tu gères un peu tes enjeux de marge et comment tu l'optimises maintenant que du coup c'est un enjeu pour toi. Et bah écoute, moi,
on va dire, mon point de vue, ça a été de dire chaque client, j'essaie d'avoir la même marge. Ok, C'est-à-dire que je vais payer tous mes prestats au projet et non pas au TJM ou quoi. ok. Ce qui fait que quand j'ai un client, bah, j'ai mon chef de projet qui me coûte tant, j'ai le sourcing qui me coûte tant et j'ai le setter qui me coûte tant. Ce qui fait que en fait, à la fin, n'importe quel projet me coûte la même chose et ça me permet d'avoir une maîtrise totale de ma marge, ce qui est hyper confortable par rapport à peut-être à des business où c'est un peu plus dur, où c'est du custom. Mm. Tu vois, ceux qui font des applications ou quoi, alors ils margent beaucoup plus, mais chaque projet différent. Parfois, tu te retrouves à moins marger parce que tu dois payer ton dev Ouais, ça beaucoup plus c'est, ouais, longtemps que je ce que vois tu très avais bien. prévu. Donc, moi, l'avantage du business dans lequel je suis, c'est que j'ai une maîtrise quand même totale de mes marges. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que je fonctionne. Quand je grandirai, peut-être que je verrai différemment les choses. Mais pour l'instant, c'est comme ça que je fonctionne. Ouais. Ok, intéressant. Ouais, c'est que pour le coup, par défaut, si tu grossis, c'est-à-dire que tu auras peut-être des CDI. Donc en l'occurrence, là, les CDI, tu peux plus les faire, les payer au projet. Donc forcément, c'est un peu un autre calcul de la marge. Mais c'est effectivement, enfin, tant que c'est plus ou moins des indépendants, en vrai, je pense que même si peut-être que sur le papier, tu perds quelques points de marge, ou ça serait peut-être plus rentable de les salariés, en soi, du coup, tu as beaucoup moins de risques et c'est beaucoup plus prévisible pour toi. Donc en vrai, ça se comprend carrément. Ouais, c'est ça. En fait, aujourd'hui, j'ai pas trop l'intérêt, si ce n'est de sécuriser les bons profils, Ouais, de les c'est prendre en vrai. CDI, parce qu'en fait, bon bah voilà, t'es en France, donc t'as des charges et ça augmente quand même sacrément le coût de prendre une personne. Et en plus, bon, si demain c'est la cata, tu vois, et j'ai plus de clients, bon, ce qui, j'espère, ne va pas m'arriver, mais du coup, tu as quand même une personne, t'es responsable, quoi. Donc je pense que pour l'instant, c'est encore tôt pour moi de faire la bascule. Ouais, ok, carrément. Actuellement, du coup, tu te fais accompagner par. Bon, de toute façon, on peut les citer vu que je vais l'inviter par Le Charbon avec Clément, du coup, Clément Vanier, qui avait plus ou moins une agence également. Eux, c'était une agence TikTok, il me semble. Et du coup, qui fait un accompagnement. Et tu me disais, du coup, en off, que tu apprenais beaucoup de choses et que ça marchait bien. Je suis curieux d'avoir un peu ton retour, pas forcément dire sur l'accompagnement en tant que tel, mais du coup, sur tous les apprentissages que tu as eus, les choses un peu qui ont changé tes prios, tes focus. Euh, et ben écoute, ça se passe très bien avec Clément, effectivement. Donc c'est du coaching en one-to-one. Alors même s'il a changé son offre, mais il en parlera si jamais il fait le podcast. Donc c'est du coaching one-to-one, 1 heure par semaine avec lui. Et on va dire l'avantage principal, c'est qu'il permet, comme lui, il avait une agence Horus, du coup, qui montait, il avait plus d'1 million de chiffres d'affaires par an, je crois. Donc effectivement, c'est une agence TikTok. Il sait en gros les priorités. En tout cas, moi, c'est la valeur la plus importante pour moi par rapport à ce coaching-là, c'est voilà, toutes les semaines, on fait un call et il me dit, bon bah ça, oublie. Par exemple, j'avais en idée potentiellement de créer une chaîne YouTube comme canal d'acquisition. Il m'a dit, non mais oublie pour l'instant, à ton stade de développement, c'est un défocus énorme. YouTube, ça coûte cher, ça prend énormément de temps. Et par rapport à faire du contenu LinkedIn, ça va te rapporter beaucoup moins de leads. Donc tu vois, c'est ce genre de move. Donc c'est donner les bonnes directions. Et en plus, donc ça c'est sur l'aspect acquise, tu vois, où il m'a vraiment refocus. On est parti du coup sur content plus setting. Euh, donc ça c'est la première partie acquise. Et sur la partie sales pure, tu vois, on a revu les offres, on a revu le pitch de vente. Donc en fait, tous les aspects sont traités, du positionnement au sales, à l'acquise, au process, tu vois. Bon, même si moi, les process, c'est pas trop ce qu'on a vu ensemble parce que, comme je t'ai dit, ouais, je suis ingénieur, donc là-dessus, j'aime bien être carré et les process, c'est pas ce qui me dérange le plus. Au contraire, c'est ce que je préfère. Mais donc, ouais, ça donne une bonne direction, un bon cadre. Et puis, en plus, du coup, la semaine dernière, il y avait un événement. Je crois qu'il y a quatre masterminds par an. Et donc, bah là, c'est l'occasion de rencontrer des super fondateurs. Tu vois, il y avait Étienne Garcia de Rhodes, Hmm. il y avait Mathis Fèvre de Short, l'agence Ouais. Short, donc qui est très jeune mais qui cartonne bien. Il y avait Jérémy Bendayan aussi, qui est un personnage très connu dans le game des agences. Et donc, bah, c'est intéressant d'avoir leurs tips, en fait, d'avoir des tips de personnes qui sont là où potentiellement tu veux aller, quoi.
Ouais, 100%. Ok, intéressant. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs précis ou pas avec ton agence? Parce que là, du coup, tu commences à pouvoir scaler. Enfin, en tout cas, comme tu as dit, la production, c'est plus ou moins fait on va dire, sur cette période-là. Donc là, l'objectif, c'est plus de faire une acquisition. Tu as un objectif, je sais pas, de CA que tu t'es fixé sur les prochains mois, prochaines années, et c'est précis ou pas tellement? J'ai une étoile, en fait, pour l'instant, mais bon, je pense quand même que l'appétit vient en mangeant, mais pour C'est toujours ça, l'instant, ouais. je veux pas non plus monter un monstre. Moi, j'ai envie de rester plutôt une agence à taille humaine qui apporte vraiment du résultat. Et donc, l'objectif que je me suis fixé fin 2025, enfin fin de l'année, c'est d'atteindre les 30 000 de CA mensuels. Ok. Donc voilà, hein. On va voir si ça passe. Dans tous les cas, c'est pas non plus un truc qui m'anime énormément. Moi, ce qui m'anime plus, c'est plus de prendre du plaisir tout au long de l'aventure et apporter du résultat. En fait, j'aime bien le fait de devenir un crack dans le domaine et savoir beaucoup de choses que les autres n'arrivent pas à faire en fait ou ne savent pas. Ouais, C'est plus ça qui me fait vibrer, on va dire. 100%. À quel point c'est du vrai MRR? Dans le sens, je formule un peu ma question, mais beaucoup d'agences parlent de MRR et je suis le premier à le faire. En soi, d'après moi, du MRR a beaucoup de sens quand tu es un SaaS, par exemple, et c'est vraiment du MRR où la personne, il y a très peu de probabilité qu'elle churn, donc du coup, on va dire qu'elle parte le mois prochain. En soi, quand tu as une agence, je suppose que tu coûtes un modèle mensuel aussi, tu remets en cause plus ou moins à chaque fois l'accompagnement le mois prochain. En fait, de un, il y a des mois qui peuvent être moins bons, tu vois, même si tu fais les mêmes on va dire, inputs, certains mois peuvent être moins bons. Peut-être que tu peux être très bon, mais parfois la personne, on va dire, a moins besoin de setting ou alors a envie de mettre en pause. Tes clients en général, alors du coup, tu n'as peut-être pas assez de recul sur combien tu les gardes, parce que je suppose que c'est plus ou moins récent, mais comment tu fais en sorte d'avoir du vrai MRR et des clients qui restent longtemps quand tu es, on va dire, engagé uniquement au mois ou peut-être aux 3 mois, je ne me rends pas compte de ce que tu fais. Hmm. C'est une super question. Je pense que c'est le point le plus dur pour les agences de prospection. Ouais, 100%. Euh, et c'est pour ça que moi maintenant j'aborde la chose complètement différemment. Euh, C'est-à-dire que maintenant quand on bosse ensemble, moi directement, on va dire, je reframe l'accompagnement et je dis voilà, si tu veux tester du setting, mais que tu es là pour tester un mois, bah, en vérité je te dis direct, ça va, enfin c'est pas là où on va maximiser les résultats, tu vois. Si tu veux faire du setting un vrai canal d'acquisition, faut être prêt à investir au minimum 3 mois. Et si tu veux que vraiment ça cartonne, c'est 6 mois, un an, tu vois. Nous, les meilleurs résultats, là, on les a avec des clients qui sont là depuis 6 mois, où ça déroule, il y a des clients qui rentrent tous les mois. Et puis en plus, tu as l'effet compound, c'est-à-dire que la prospection, tu vois, il y a les premiers messages qui s'envoient, Ouais. ensuite il y a des premiers calls qui se bookent, mais en fait, le mec, il va signer dans 3 mois, parce que tu as des cycles de vente qui sont Qui sont plus ou longs. moins longs en fonction du business. Donc si t'es pas prêt à t'investir au moins 3 mois dans le setting, on bosse pas ensemble. Et donc j'ai reframe ça un peu comme ça. Et depuis que je fais ça, franchement, j'ai senti une nette différence par rapport à la mentalité des clients, dans laquelle ils abordent aussi oh, putain, j'ai un appel. Dans laquelle ils abordent ce sujet. Et donc bon bah c'est beaucoup mieux que avant en fait. Est-ce que du coup, en termes de structure, tu fais des engagements à 3 mois, à 6 mois, à un an, ou pas forcément? Ouais, je fais des structures à 3 mois d'engagement maintenant. Ok. Ce qui fait que en fait les personnes maintenant qui sont là pour 3 semaines et qui hurlent quand elles ont pas 15 clients de signés. Enfin, j'ai jamais eu ce cas, hein. Je dis qu'ils hurlent, mais j'ai jamais eu ce cas. Mais tu sens parfois, par le passé, j'ai déjà eu des clients qui étaient frustrés, mais je pense que c'était aussi de ma faute parce que j'avais pas fait assez d'éducation. Et pour moi, la prospection, c'est un peu comme le SEO ou les ads, c'est un canal d'acquisition et pour le craquer, il faut quand même qu'il y ait du temps, quoi. Ouais, 100%. J'avais également une question dans le sens, plus d'un point de vue perso, parce que tu dis qu'en fait, au-delà du CA, ce qui t'intéresse, c'est tu vois, de devenir un petit peu un crack, on va dire, dans certains sujets, etc. Est-ce que tu as une idée de ce que tu aimerais faire, tu vois, dans les prochaines années? Est-ce que tu te vois évoluer, on va dire, avec Jojo et le développer à fond? De ce que je vois, tu vois, peut-être pas forcément, tu vois, en faire un monstre. Après, bon, on dit tout ça au final, mais dès que ça marche, on a envie d'aller plus loin. Donc en vrai, Mm. enfin, tu vois, genre, Ouais, c'est pour ça que j'ai dit l'appétit vient en ouais, mangeant. Mais... j'ai écouté le podcast de André Betsaya, du coup, le fondateur de Eskimos, qui maintenant est un énorme groupe.
Il dit que lui, son objectif au début, c'était de gagner 2 000 € en temps freelance. Quand il a employé quelqu'un, il voulait peut-être faire 20 000 € pour débuter. Au final, il se retrouve à faire, je sais pas combien de millions ils font, mais ils en font beaucoup en tout cas. Donc effectivement, l'appétit vient en mangeant. Est-ce que tu as quand même une idée un peu des objectifs que tu aimerais faire peut-être dans les prochaines années? Est-ce que tu veux continuer l'aspect agence, l'aspect LinkedIn? Est-ce que tu as d'autres idées là-dessus? C'est une bonne question. J'ai un peu de mal, j'avoue, à me projeter sur du moyen long terme. Moi, je vois plus le truc en mode année par année. Ouais, Après, l'idée, c'est de devenir un meilleur entrepreneur chaque année. Et donc, je pense que plus tu deviens fort, que ce soit en produit, en acquise, plus tu te fais un réseau, plus tu vas voir les opportunités naître, comprendre, tu vois, ce dont les gens ont vraiment besoin et comment toi tu peux les aider. Et donc, ouais, je crois plus en ce truc-là. Et je me dis peut-être que je sais pas, peut-être dans 5 ans, je vais avoir une idée de SaaS parce que ça fait 5 ans que je suis dans le business de l'agence de prospection slash setting. Et donc, ça fait 5 ans que je vois que les personnes ont tel problème. Et donc, peut-être que j'aurai envie de développer plus un produit. Franchement, je sais pas, j'avoue que j'ai pas de boule de cristal là-dessus. Je me laisse aucune porte enfin, je me laisse toutes les portes ouvertes. Mais pour l'instant, c'est focus agence. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Et j'ai encore un boulevard sur le setting. Donc, je pense déjà à atteindre les objectifs que je me suis fixés pour cette année. Et on verra par la suite. je t'avoue que c'est un peu une question cachée parce qu'effectivement, ma question c'était est-ce que tu aimerais faire un SaaS? Parce que je veux dire, tu es ingénieur, tu es dans le. Enfin, n'importe quelle agence marketing, Mm. en général, le fondateur pense toujours, on va dire, à des idées de SaaS parce qu'en vrai, c'est normal parce que là, tu utilises des SaaS. Au bout de 5 ans, tu verras clairement quelles sont les limites. Tu vois, bah, d'ailleurs, c'est exactement l'histoire de Vincent Robin. Il avait une agence de setting. Au final, il a créé une Mm. sorte de mini SaaS pour lui. Il s'est dit, bah, en fait, peut-être pas en faire un vrai truc sérieux. Et du coup, là, il fait que ça. Il a arrêté son agence. Donc, ouais, c'était un peu ça ma question cachée. C'est étant ingénieur là-dessus, peut-être qu'il y a des idées de SaaS qui pourraient arriver durant les prochaines années. Mm. Bah complètement. C'est vrai que mon côté ingé, le SaaS, c'est quelque chose qui m'attire énormément. Après, je suis conscient que c'est un game beaucoup plus difficile. Ça peut paraître sexy, le côté scalable, etc. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui se rendent pas compte, notamment, je pense, pas mal de débutants. Du coup, pour côtoyer Vincent assez régulièrement, je vois quand même tous les enjeux. Et encore, tu vois, il bosse avec un mec qui s'appelle Grégoire, qui est un super dev. Mm. Mais voilà, le dev, c'est quand même pas simple. Dès que tu veux une nouvelle feature, c'est des mois de développement. Il faut de la stabilité, sinon, quand tu as un bug, tu peux perdre tous tes clients. La distribution aussi, c'est hyper dur parce que le SaaS devient de plus en plus accessible avec les outils no-code, etc. Même si j'avoue que pour l'instant, je suis pas encore convaincu et pour l'instant, je connais personne qui a fait un méga SaaS en mode no-code Ouais, pur. c'est vrai. Mais bon, après, je suis pas hyper calé dans le sujet, donc ça se trouve, ça existe, hein. Mais ouais, le SaaS, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Après, je préfère progresser encore et devenir un crack déjà dans le domaine des agences. Mais c'est quelque chose que je me ferme pas. Tu vois, par exemple, Guillaume Moubèche, qui est Ouais. fondateur de Lemis, il a commencé par une agence d'acquise et il était ingénieur aussi et il a lancé Lemis et ça a vraiment cartonné. Donc bon, c'est jamais, hein. Ouais. C'est vrai que pour le coup, j'ai un peu la même vision que toi, enfin là-dessus. Déjà, je pense que tout ce qui est service, agence, c'est quand même très très simple pour comment. Enfin, non, non, pas simple, je refais, mais en tout cas, c'est le meilleur modèle, je pense, pour débuter, en tout cas, pour vraiment mettre les mains dedans, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point un SaaS c'est compliqué. Enfin, là, tu vois, tu parlais de Mm. 30 000 € de MRR. Si déjà tu as un SaaS qui est 30 000 € de MRR, franchement, bravo, parce que je pense que la majorité des SaaS, on dirait, n'arrivent même pas à aller à ce chiffre d'affaires-là. Surtout qu'en plus, maintenant, quand tu es un peu tech et que tu veux un peu t'amuser, c'est plus genre les SaaS, c'est la tech et les agences, c'est l'humain. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, je pense que de toute façon, tu vas beaucoup en parler parce que de toute façon, tu as bossé avec Pierre Paris, tu vois, qui démocratise pas mal le sujet, tu as des agences productisées. Aujourd'hui, en fait, tu peux être un fan de tech, mettre beaucoup, beaucoup de tech dans ton agence et en soi en faire presque une agence un peu sassifiée. Et je pense que c'est un peu plus ou moins le meilleur des deux mondes. Exactement. En fait, c'est comme ça que Vincent avait commencé aussi, hein. C'est que son agence de setting, il avait ultra automatisé. Donc ouais, c'est sûr que c'est une belle transition, je pense, et il y a déjà un grand terrain de jeu au niveau des agences pour tout processiser. Tu vois, nous, on essaie de plus en plus de faire du Airtable, Mm. que ce soit du coup pour les CRM, mais là, on bosse aussi pour les espaces clients, pour le reporting.
etc., etc. Ce qui fait que moi, dans un monde idéal, l'agence, en fait, toutes les tâches qui sont à faible valeur ajoutée, tout ce qui est tracking, reporting, etc., espace client, moi, j'ai une vision où j'aimerais que ce soit hyper automatisé et hyper carré, hyper processisé, quoi. Ouais, 100%. Est-ce que d'ailleurs tu peux revenir rapidement, parce que je me rends pas compte à quel point t'es passé par The Quest ou pas, parce que il me semble que t'as bossé avec Pierre Paris, que tu faisais partie de The Quest au début, mais je sais pas forcément à quel point t'étais proche d'eux ou pas. C'est avec eux que tu t'es lancé? Ouais, exactement. C'est avec eux que je me suis lancé. Donc c'était en mai 2024, où en fait j'ai participé à un programme qu'ils appelaient Gâteau Choco, où en gros ils ont eu 150 applications. Ok. Euh, et du coup on était, je crois, 6 de mémoire à être sélectionnés. Donc ils ont fait pas mal d'entretiens, on était 6 sélectionnés. Et ensuite on a eu on va dire un gros mois de tests où là, eux, ils nous ont proposé plein d'idées d'agences. Nous, on a sélectionné selon nos compétences. Donc moi, comme j'avais déjà fait du freelance en prospection, j'avais déjà pas mal bidouillé les outils et tout, bon, bah, c'était parfait pour moi. Ils nous ont proposé un branding, un nom. Donc c'est de là que vient Ok. Gyogyo, c'est une expression qui veut dire poisson en japonais. Et comme j'adore le Japon et que je pêche aussi un peu en mer parfois, je me suis dit, bon, Ok, bah, let's ouais, go, c'est un c'est signe. parfait pour moi. Euh, et donc on a fait ce un mois test et du coup j'ai gagné le concours. Enfin je sais pas comment on peut appeler ça, mais je crois que c'était un bootcamp slash concours. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Donc pendant 3 mois ils m'ont incubé. Et ensuite je suis parti du coup de mes propres ailes. Et du coup ouais, j'ai pu bosser avec Pierre Paris, Adams, Salaou, Julian Ivaldi, enfin toute la team. Et Maxime Blondel, le CEO, avec qui je joue au foot tous les mardis Ok. aussi, donc je suis encore très proche de la team et franchement c'est super, ça a été super pour me lancer, pour passer de 0 à 1 quoi. Ouais, 100%. Est-ce que du coup ils ont encore des parts ou pas dans ton agence? Parce qu'il me semble qu'ils prennent des parts, mais je sais pas si c'est le cas pour les agences. Non, ils n'ont plus de part. Après ils ont changé de modèle. Ok. Donc bon après je sais pas à quel point ils veulent que ces informations sont publiques, donc je vais pas parler en leur nom. Ok. Mais euh, mais aujourd'hui non, je suis le seul. J'ai pas d'associé, je suis le seul Ok. à la tête de l'agence. Du coup, dis-moi si c'est trop deep et si tu peux pas le dire, mais du coup, c'est quoi leur modèle? Enfin, il me semblait qu'ils prenaient des parts, mais du coup, s'ils t'aident pendant 3 mois et qu'ils donnent tout et qu'à la fin, ils ont rien, il est où leur retour, on va dire? Je Hmm. sais pas si tu peux en parler ou pas. Bah en fait, c'est qui. Bah j'avoue, encore une fois, je sais pas trop Ok, ouais, t'inquiète. si je peux en parler en public, mais grosso modo, ils ont changé de modèle en cours. Ok. C'est-à-dire qu'au début, ils avaient un modèle où ils prenaient des parts avec moi, et en fait, au bout de 3 4 mois, ils ont changé de modèle. Et donc voilà, moi, je suis parti de mon côté, mais Ok. ça a été une modification de leur modèle en fait. Mais de base, leur business model, effectivement, c'est qu'ils prenaient des parts dans les agences. Ok, ouais, ouais, c'est ça, ce que j'avais ça en tête, du coup, je me posais la question. Ouais, c'est ça. Ouais. Au tout début du podcast, tu as dit que, on va dire, ce qui était un peu galère avec le cold email, c'était que tu avais quand même plus de problèmes techniques. Tu vois, tu pouvais être dans les spams, par exemple, etc. Ce que tu n'as pas sur LinkedIn. Récemment, j'ai quand même reçu des messages de. Alors, attends, j'ai plusieurs sujets. J'ai reçu des messages automatisés de LinkedIn, enfin, des personnes qui ont payé pour m'envoyer un message. Enfin, je sais pas comment LinkedIn peut autoriser ça, tu vois, mais genre, ça se voit que c'est un message, une pub sponsor dans les conversations LinkedIn. Et de deux, j'ai vu deux personnes qui m'ont Ouais. prospecté et qui étaient marquées comme spam. Enfin, il y avait un petit onglet. Attention, ce message peut être catégorisé comme spam. Du coup, dans l'inbox LinkedIn. Alors, c'est la première fois que je l'ai vu, je l'ai plus jamais revu depuis. Mais du coup, LinkedIn avait catégorisé un message qui était effectivement un message automatisé comme spam. On voit quand même beaucoup de logiciels en ce moment qui touchent un peu à la prospection, à la sollicitation, qui ont chaud, on va dire. Tu vois, genre, t'as parlé de Guillaume Bash ou de Walaxy, les CEO, ils ont plus de compte. Ça, c'est le cas depuis longtemps. Récemment, il me semble que c'est Apollo qui s'est fait ban définitivement de LinkedIn. Alors, on voit que LinkedIn, quand même, resserre Mm. vraiment les vis en ce moment. C'est quoi ton sujet là-dessus, sachant que du coup, toi, tu vas être le premier impacté si jamais il y a des problèmes là-dessus? Mm. C'est une bonne remarque. Moi, je pense que faut penser macro, faut penser business. LinkedIn, si demain ils ferment les automatisations, ils perdent quand même une belle partie du business. Ils perdent tout. Enfin, tu vois, il y a quand même un paquet de gens. Enfin, tu vois, Lemlist, ils ont 30 millions, je crois, d'ARR.
Ouais. Donc imagine le nombre de personnes qu'il y a. C'est un logiciel parmi des dizaines, voire des centaines. Donc le nombre de personnes qui utilisent LinkedIn à but de prospection, il est colossal. Donc si demain ils cut ça à 100%, ils vont perdre énormément de business. Eux, leur objectif, c'est que tout le monde aille sur LinkedIn, utilise LinkedIn. Donc pour moi, c'est un peu un jeu du chat et de la souris. Ils ferment un peu les yeux. De temps en temps, ils strike des comptes pour dire bon, vas-y, on va te taper un peu sur les doigts. Je crois que ouais, le CEO de Wallaxy s'est fait strike. Je sais que Guillaume Moubèche aussi s'est fait strike plusieurs fois. Le CEO d'Apollo, je savais pas. Euh, donc je suis pas très inquiet là-dessus. Pour moi, il y a trop d'enjeux à ce qu'ils ferment les automatisations, les API. Euh, et de toute façon, j'ai envie de dire, s'ils ferment, moi je serai impacté certes, mais je serai pas le seul. Ouais, c'est Et ça. ça va foutre un sacré bordel dans l'économie qui tourne autour de ça. Donc franchement, je suis pas très inquiet là-dessus. Après, pour rebondir sur ton premier point, moi j'avoue que j'ai jamais vu, j'étais pas du tout au courant de ce truc de spam dans LinkedIn, j'ai jamais vu ça, Écoute, donc je suis assez surpris. je l'ai vu une fois, je l'ai pas revu depuis, mais ça commence, enfin, ça peut commencer. Ok. Bon bah effectivement, si ça pourrait arriver parce que eux ils veulent quand même que la plateforme reste agréable, le plus agréable possible. C'est pour ça qu'ils serrent la vis de ouf au niveau des bots. Avant c'était assez facile de faire des fake profiles, tu vois avec Mirror Profile Ouais. ou même en se créant soi-même un compte et tout. Franchement aujourd'hui, nous c'est quelque chose qu'on fait plus du tout. Franchement c'est hyper chiant, faut acheter un compte, modifier les éléments un par un, le warm-up sur plusieurs mois. Bon, tu vois, avant, tu pouvais tu pouvais créer un compte, tu te mets en freemium Sales Navigator, tu pouvais envoyer plein d'invitations. Maintenant, c'est plus difficile, mais c'est pas une mauvaise chose. Je trouve que c'est plutôt bien le fait que la plateforme reste agréable pour les utilisateurs et que aujourd'hui, quand tu vas sur LinkedIn, bon, tu te dis pas, vas-y, je vais me faire spammer, alors que aujourd'hui, je pense qu'on reçoit tous plusieurs mails de prospection par jour et c'est un peu plus pénible. Ouais, 100%. Mais effectivement, déjà, pour revenir sur ce que tu as dit, il me semble que Toinon, enfin, Toinon, le CEO de Wallaxy, disait qu'en fait, Ouais, même si LinkedIn, publiquement, il disait qu'il n'était pas d'accord, en fait, genre, typiquement, Wallaxy, c'est une machine à prendre des abonnements Sales Navigator. Parce qu'en fait, dans tous les cas, les personnes prennent un bah abonnement ouais. Sales Nav pour enrichir leur liste. Pourquoi ils font des listes pour prospecter? Donc, en fait, il disait, enfin, pareil, c'était un peu le chat et la souris, parce que dans tous les cas, les logiciels, on va dire, le nombre d'abonnements Sales Nav qu'ils produisent, et tu vois, genre, quand même, 100 au moins 100 euros, tu vois, par mois de récurrent pur pour une feature qui est quand même pas, on va dire, exceptionnelle. Enfin, SalesNav, ça fait quand même un peu mal aux yeux, même si ça marche bien, donc je l'utilise aussi. Il disait ça, il disait qu'en vrai, publiquement, ils essaient de taper un peu du poing, mais ils pouvaient jamais, et ils coteront jamais, on va dire, les API. Ouais, c'est pour ça que je te dis, j'y crois pas. En fait, il y a trop d'enjeux. S'ils coupent ça, ils perdent trop de business en perte sèche instantanément, quoi. Donc, je pense qu'ils vont le faire plus intelligemment. Tu vois, dans les spams, ça me semble peut-être possible. Après, à voir comment ils gèrent ça. Mais ouais, j'y crois pas. Ouais, carrément. C'est quoi un peu ton avis sur les. Alors, je le connais peut-être déjà d'avance sur les setters IA, parce que à la fois, bon, avant, on a rigolé, on disait, ah, c'est drôle, on va dire, ça marche plus, etc. T'en as quand même certains qui commencent à être vraiment. Alors, je les ai testés, je suis pas trop fan, mais je sais quand même qu'il y en a qui se développent très très vite, et il y en a qui commencent à avoir des vrais très très bons résultats, même en B2B sur LinkedIn. Parfois, les conversations sont un peu complexes, ça va quand même très vite. C'est quoi un peu ton sujet là-dessus? Bah écoute, nous, on a quand même pas mal digué le sujet en interne parce que ça pourrait potentiellement nous faire gagner énormément de temps sur le Ouais, c'est setting. sûr. Moi, je le voyais plus dans un premier temps. On a essayé de faire des drafts de messages. C'est-à-dire que l'idée, c'était de créer une extension qui analyse la conversation et donc qui te met une proposition directement dans l'emlist. Et après, tu valides ou pas, mais au moins, ça te préconstruit le message. Franchement, j'ai testé toutes les IA. Alors, j'ai juste pas testé DeepSeek, la dernière Ok. des Chinois. Les meilleurs résultats les meilleurs résultats que j'ai eu, c'était avec Claude, mais c'était pas satisfaisant. Franchement, c'était pas. En fait, la prospection, ça reste quand même très dur. T'es obligé de te démarquer des autres. T'es obligé d'être smart, de t'adapter. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'IA, elle est pas encore au point. Après, c'est un avis personnel. Hein. Je connais notamment Eddy Ouais, c'est ce que j'allais dire. qui est dans le domaine,
qui est client d'ailleurs chez nous, qui va lancer là de l'IA sur LinkedIn, je crois en avril. J'ai pas testé sa solution pour être honnête, faudrait que je teste ça quand ce sera live. Mais je pense que ça va finir par arriver, euh, dans le sens où là ça va quand même très vite, ça s'améliore. Faudra juste le faire en bonne intelligence. Moi je pense que dans un premier temps, la rédaction de draft pour nos setters, c'est quelque chose qui me paraît très pertinent, qui peut nous donner des idées, qui peut nous faire gagner du temps dans l'opérationnel, mais quand même toujours avoir un humain qui contrôle et qui vérifie, parce qu'on met quand même en jeu l'image de marque de nos clients, tu vois. Si demain, moi, je prends ton compte LinkedIn pour démarcher des gens et que je dis de la merde, bah en vrai, tu vas être dégoûté, quoi. Tu vas me taper sur les doigts, donc il y a quand même un vrai enjeu d'image de marque pour le setting. Je vois que c'est une vraie objection et un vrai point de douleur de nos prospects et clients. Il y en a beaucoup qui ont du mal à lâcher prise sur ça. Tu vois, ça peut faire un peu peur au début, une boîte comme ça qui vient prendre ton LinkedIn et qui vient envoyer des messages aux gens. Il y en a qui sont très réticents au début, qui ont un peu peur d'envoyer des messages, qui ont un peu peur de déranger les gens et tout. Mais bon, moi ce que je dis souvent, c'est que la prospection, voilà, c'est du business. Tu déranges pas trop les gens. Si tu y vas de manière bienveillante, si tu contactes les bonnes personnes, et puis enfin, je sais pas, je pense que tu vas me dire, mais est-ce que tu te souviens d'une seule personne qui t'a prospecté et qui t'a saoulé? Franchement, ça peut arriver. Tu next Alors, en 3 heures, t'as oublié, tu vois. moi, j'ai la fâcheuse tendance à parfois les afficher sur mes posts LinkedIn quand vraiment les prospections sont trop Ah, insistantes ou trop mauvaises, mais en général, j'oublie. ok. Bon bah effectivement, si tu les mets sur la place publique, c'est Non, différent. mais, non, mais c'est Mais parce on va dire que, 80. enfin, certains c'était vraiment, enfin, j'ai plus l'exemple en tête. Parfois, genre, t'es là, genre, t'as envie de. L'autre qui me prospecte en me disant que il me prospecte parce qu'il a vu que j'étais abonné à Valentin Tommy. T'es là, mec, tu voles mes clients, genre en direct, il scrapait mes posts, il leur propose la même chose que moi, moins cher, et il me prospecte moi, tu vois. Donc, je suis là, bon, bah, désolé, mais Ouais. je vais en parler, quoi. Ouais, ok. Bah c'est marrant parce que c'est aussi ton domaine, donc. Non, non, Mais non. Et non, c'est pas son domaine, c'est que il prospectait les gens de mon poste, mais comme j'avais liké, c'était genre le matin même. Hello, j'ai vu que tu avais liké un post de Valentin Tommy. C'était genre au ah, sein ok, même de LinkedIn. Non, non, mais c'est sur LinkedIn. ok, Voilà. ok. Mais donc ouais, franchement, pour moi, 99% des gens, ils passent à autre chose en 1 heure. Mm. Ils se souviennent même plus du prénom, voire même mettre le message à la poubelle. Donc franchement, à moins de harceler, et vraiment là, tu restes dans les esprits, tu peux saouler la personne. Franchement, si t'envoies un message, deux, trois relances, tu risques pas de mettre en péril ton image de marque si t'as pas dit de la merde, quoi. Ouais, 100%. Écoute, presque dernière question du coup du podcast. C'est quoi ton apprentissage du moment? Un truc un peu récent que t'as appris, que t'as réalisé? C'est toujours un peu compliqué comme question, mais je trouve ça intéressant. Ça peut être C'est une tout, bonne du perso, du question. pro, ton agence, peu n'importe. Je pense que c'est l'importance du réseau. Moi, j'avais archi sous-estimé. Euh, mais bon, si tu restes dans ta chambre quand même, c'est quand même beaucoup plus dur, hein. C'est quand même beaucoup plus dur. Tu te fermes énormément de portes. En fait, faut rencontrer des gens. Ils vont te donner des idées. Ils vont te faire des intros. Euh, En fait, t'avances quand même et se construire un réseau, c'est hyper important. Après, il y a beaucoup de gens qui cherchent des méthodes théoriques et tout pour networker, tu vois. Moi, j'avoue que j'ai jamais rien fait de tout ça, juste je discute avec les gens, je me fais pote avec eux. Tu vois, il y a aucune arrière-pensée, mais petit à petit, au final, bah, des personnes te mettent en relation. Tu vois, Vincent nous a mis en relation. Peut-être que demain, toi, tu vas me mettre en relation avec une autre personne. Et petit à petit, en fait, quand t'es chill, tu vois, t'as pas forcément d'arrière-pensée, pas d'objectif concret derrière, c'est juste des relations humaines. C'est hyper puissant. J'avoue que j'avais sous-estimé ça. Et tu vois, le charbon, j'y suis rentré, mais pas du tout pour ça. J'y suis rentré juste pour avoir des conseils business et coaching. Mhm. Mais en fait, j'avais sous-estimé, tu vois, ces événements, le fait que bah, je suis toutes les semaines, je suis dans des coachings groupés avec une quinzaine, une vingtaine de fondateurs d'agences, certains qui sont beaucoup plus avancés que moi. Et donc en fait, c'est hyper intéressant, hyper enrichissant d'avoir du réseau. Donc je pense l'apprentissage, c'est ne pas sous-estimer le réseau et voilà, ne pas rester enfermé dans son coin si tu veux te développer, quoi. Ouais.
100% d'accord. C'est vrai que pour le coup, ça va vite parce que t'as vite fait de dire, tu vois, comme tu le dis, ouais, faire du réseau, c'est un peu théorique. J'ai pas envie de faire du networking. Je préfère, on va dire, faire Mm. mon contenu de mon côté, etc. Mais en soi, juste pour la qualité des interactions que tu peux avoir et juste sur le très long terme, c'est quand même en vrai un truc qui compound, enfin ouais, ça va, qui compound quand même très très vite. Dès que tu connais deux personnes, forcément, tu connais une troisième personne d'affilée. Donc, ouais, je suis 100% d'accord. Ouais, exactement. Franchement, c'est une boule de neige qui est monumentale. Et tu vois, je pense que pour toi, le podcast, c'est aussi une manière de networker qui est géniale parce que tu peux rencontrer des fondateurs hyper avancés que tu n'aurais pas forcément pu rencontrer sans le podcast. Euh, donc, euh, donc franchement, c'est une super manière de networker. Ouais. C'est que, ouais, pour le coup, ça, c'est vraiment mon hack numéro un. Enfin, je savais pas trop comment networker. Du coup, j'ai fait un podcast et même d'un point de vue perso. C'est vrai que tu peux avoir, enfin, je vais pas forcément spoiler parce que les épisodes sont pas encore publiés, mais il y a des fondateurs, enfin, qui font des millions, des dizaines de millions, tu vois, qui ont fait des choses, qui ont vendu des boîtes, etc. Je sais pertinemment Mm. que ils me répondraient pas si je fais juste Hello, est-ce qu'on peut s'appeler, etc. Enfin, ils ont pas du tout le temps. Et la simple excuse de faire un podcast, parce que du coup, il y a des personnes qui peuvent l'écouter, ça change du coup totalement, on va dire, le paradigme, et du coup, ils acceptent, même si du coup, ils sont beaucoup plus avancés que moi. Donc ouais, podcast, c'est vrai que c'est vraiment un hack pour faire du réseau plus ou moins facilement. Ouais, 100%. Même c'est pour ça, bravo pour l'initiative et le podcast. Franchement, c'est un super modèle, je trouve, même si c'est un petit peu chronophage, mais au final, c'est sûr que le ROI global sera positif, que ce soit de manière humaine ou financière. Ouais, 100%. 100%. Dernière question du coup avant que je te laisse, tu me diras si c'est bon pour ton rendez-vous, c'est bon. T'as encore 5 minutes. Ouais, c'est bon, c'est bon. Nickel. C'est quoi un peu le truc qui est sur ta to-do là que tu dois faire cette semaine ou semaine prochaine qui est importante? Le gros point à traiter. Ma to-do, gros point à traiter, c'est la mise en place du setting. En fait, j'ai 1 milliard d'idées de setting pour moi, donc pour mon agence. Euh, Là, je suis à bloc en termes de messages, mais j'ai envie de créer, enfin de tenter plein de trucs. Donc ça va être bah, de créer des bases de données, enfin faire de l'opérationnel pur, Ok. faire ce que je vends. Donc ça va être faire des bases de données, essayer de faire continuer des lead magnets aussi, mais des lead magnets dans le funnel de setting, pas forcément que je vais poster. Ça va être du scrapping, tout ce genre de choses. Donc ouais, la vraie to do, c'est mise en place du setting de manière enfin un peu plus sérieuse quoi. Parce que là, j'avais fait des preuves de concept et tout, mais bon là maintenant, je vais commencer à avoiner un peu plus. Et t'as dit que du coup ça allait te mettre dans l'opérationnel, du coup, parce que je suppose que c'est toi qui vas t'en charger. Pourquoi c'est toi qui Mm. t'en charges? Parce que je tourne la question, on va dire, quand tu mets en place l'acquisition que ton agence fait, pourquoi tu ne délègues pas au même titre que du coup tu le fais du coup Mm. pour tes clients? Bah écoute, je me suis posé la question, mais en fait, ça me force à rester dans l'opérationnel, Ouais, c'est vrai. et du coup, je me dis, en fait, ça m'a déjà, là, j'ai déjà commencé, j'ai déjà eu des idées à transmettre, du coup, à mon équipe, où je vais pouvoir les faire monter en compétence sur certains trucs, on va pouvoir adapter les stratégies. Et donc, en fait, le fait de garder un gros pied dans l'opérationnel, de toute façon, à mon stade, c'est hyper important. Euh, Déjà, ça m'amuse, ça me permet de rester compétitif et ça nourrit aussi mon imagination par rapport aux clients parce que moi je participe quand même à quasiment, enfin ouais, je participe à les créations de stratégies pour les clients. Ok. Je suis pas dans l'opérationnel pur, mais par contre les stratégies qu'on va mettre en place, c'est moi aussi qui les pense. Et donc là, le fait de le faire pour moi, tu vois, ça me fait, en fait, ça me fait faire de l'exercice mental sur le setting et franchement, c'est que bénéfique. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que je le délègue pas dans un premier temps. Après, si je trouve une solution qui tourne, je le délèguerai probablement. Ouais, carrément, je suis du même avis. Et puis en plus, je complète ma réponse. Ça me permet d'avoir un feedback en temps réel et c'est ça qui est trop bien aussi avec le setting sur mon offre. Tu vois, enfin, t'es en contact instant avec le marché. Il y a quasiment pas mieux. Il y a, si le mieux c'est le call ou le démarchage en porte à porte, Ouais. où là tu te prends en pleine face le marché. Mais le setting, c'est aussi une bonne façon d'avoir un feedback marché, quoi. Donc, c'est aussi intéressant que je le garde de la même manière que je garde mes calls de vente. Je vais pas commencer à prendre un sales, tu vois,
je suis encore à un stade où il faut que je garde contact avec le terrain. C'est vrai que je suis totalement d'accord. Je pense que trop peu de jeux, trop peu de personnes, on va dire, n'exploitent pas, par exemple, prospection LinkedIn ou prospection par email ou même call call pour juste avoir des retours du marché. Parce qu'en vrai, alors, tu peux faire des ads si jamais, on va dire, ton produit s'y prête. Mais au-delà de vouloir juste avoir plus de rendez-vous ou plus de CA, tester une idée, tu lances une campagne LinkedIn, tu lances une campagne en cold email. Dans la journée, presque, déjà, tu as tes premiers retours, on va dire. Et en l'occurrence, ultra honnête. C'est genre, en général, c'est oui ou non, tu vois. Donc, 100% d'accord. Ouais, ouais, complètement. Et là où le call est quand même encore mieux, c'est que souvent, quand tu te fais renvoyer chier, Il t'explique pourquoi. Ouais. tu peux arracher 2-3 mots en disant, voilà, juste pour comprendre pourquoi ça vous intéresse pas et tout, C'est juste vrai. avant de raccrocher. Et tu vas peut-être avoir 2-3 phrases qui, au cumulé fois 100-150 appels, te donnent un peu la température. A contrario, le setting, quand même pas mal de gens qui sont saoulés, ils vont juste te Ouais, mettre c'est un sûr. pouce pour sortir pour sortir de la séquence automne. D'ailleurs, petit conseil, si vous prenez des pouces, c'est pas parce que les gens sont contents et qu'ils veulent savoir la suite, c'est parce qu'ils veulent sortir de la campagne automne. Tu réponds en pouce ou pas? Donc, ça dépend. Ça dépend si on a. Si c'est un Alors, on pouce essaye content, tu de. réponds? Si c'est. En fait, alors ça arrive rarement, mais parfois. Enfin, si par exemple, je vais te donner un exemple concret. Imagine, premier message, on dit voilà, le message que je t'ai dit tout à l'heure. J'ai vu que tu postais du contenu. J'ai regroupé les 15 meilleurs hooks qui font le plus de reach dans un doc. Est-ce que tu le veux? Bon, le mec, il me met un pouce, vas-y, je vais lui envoyer, tu vois. Par contre, si j'ai posé une question ouverte et là, il me met un pouce, bon, Ouais, ok, je vois. tu vois, Ouais. tout est une question de contexte. Écoute, Antoine, merci beaucoup, on va dire, d'être passé dans l'épisode. Franchement, je suis très content. Je pense que ce qui est bien, c'est que tu as quand même parlé ouvertement, on va dire, de tout ce qui était changement du coup de direction avec ton agence. C'est quoi tes sujets brûlants du moment. Donc, franchement, merci beaucoup pour ton honnêteté. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter durant les prochaines semaines, prochains mois? Bah écoute, en vrai, la santé, hein. La santé, Toujours ça. ce sera déjà suffisant. Et puis après, bah, que l'agence se développe comme j'en ai envie, plus de clients heureux, ouais quoi. Toujours, ok. Nickel, parfait. Bah écoute, de toute façon, je mettrai du coup ton lien LinkedIn en description si les personnes veulent aller voir un petit peu ce que tu publies, ce que tu fais du coup avec ton agence Gyo, je dis bien? Ouais, c'est Gyogyo, ouais. Gyo, ok. Écoute, franchement, merci encore. Et puis, tu es la bienvenue du coup pour un épisode 2 si jamais tu scales à. Si tu décides de venir de créer un monstre comme tu voulais pas initialement le faire, tu pourras revenir pour expliquer comment tu l'as fait. Avec plaisir. Nickel.